Dans un autre roman qui est L'Étoile du Sud, vous avez la même thématique. On est en Afrique du Sud, on est au Cap et à Johannesburg, à l'époque de la colonisation hollandaise, par ce que l'on appelle les Boers. Et là, vous voyez la mise en place de l'esclavage industriel des populations locales, des populations africaines autochtones, au profit des Hollandais, dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Et là, vous avez aussi une écriture d'un réalisme social qui est très forte, qui est extrêmement intense. Moi, je vous le dis et je vous le redis, Jules Verne ne se leurre pas avec la modernité et ne se leurre pas avec le développement et le progrès. Pour lui, le progrès, c'est simplement l'intelligence, c'est les process et c'est la technologie. C'est certainement pas la captation des richesses à ceux auxquels elle ne revient pas. Et puis, c'est aussi la malédiction. C'est aussi la malédiction. Parce que dans ce roman, pour moi qui est central dans ce œuvre, même si vous connaissez assez peu, dans Les Indes noires, vous avez là le mélange de la corne d'abondance d'un côté et puis de la malédiction de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? On est en Angleterre dans les années 1882-83. Vous êtes dans une ville industrielle qui extrait du charbon extrêmement puissante. Une ville qui contient, comme l'écrit Jules Verne là-dedans, 30 000 ouvriers. Je ne sais pas si vous imaginez, 30 000 personnes qui extraient de la houille. Il en faut de la houille. Hein. Mais du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Alors on appelle les plus grands ingénieurs, les plus grands experts, les plus grands géologues, pour venir au chevet d'une région qui va pas tarder à mourir de faim. Non, tout n'est pas, hein, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ils confirment le diagnostic, mais ils vont évidemment pas s'arrêter là. Je vais vous passer le roman parce qu'il faut quand même le lire, hein, ça reste un truc très très fort. Et nos ingénieurs vont finalement découvrir qu'au fond de cette mine de charbon, il y a quelque chose. Il y a un esprit, il y a quelqu'un qui vit là-dedans, qui est une sorte, et c'est un personnage assez puissant dans l'œuvre de Jules Verne pour qu'on puisse le signaler. Vous avez une sorte d'ermite des profondeurs. Vous avez un personnage diaphane et fantomatique qui vit coincé totalement dans le noir dans ces galeries et qu'il veut empêcher la progression dévorante des humains dans le ventre de la Terre. Ce personnage ne va pas triompher dans Les Indes noires. Il va être déjoué, poliment, on va dire. Il ne va pas mourir non plus. C'est un personnage humain, mais qui s'est transcendé, qui s'est transmuté, et qui est devenu une sorte de gardien du temple complètement erratique, et à moitié fou de toute façon, hein, mais qui nous dit un certain nombre de choses qui sont forcément liées à cette philosophie dans laquelle, à un moment, on produit, on développe, mais il y a forcément des limites, et ces limites, elles sont d'abord pour nous-mêmes, psychologiques. Elles ne sont pas dues qu'à l'usure de la nature elle-même. L'usure et la transformation de la nature, vous les retrouvez par contre dans un certain nombre d'autres œuvres qui sont un peu plus liées à la folie humaine. Les 500 millions de l'abbé Gomme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un roman absolument magique. La plus grosse fortune du monde meurt, elle hérite du plus grand Maharaja indien, et elle coupe sa fortune en deux. Voilà, ça fait 500 millions divisé par deux, c'est-à-dire en gros pour l'époque 20% du PIB mondial. Je ne sais pas si vous imaginez la somme. Elle donne ça à un Français qui est un utopiste, qui veut faire un peu la révolution sociale, des nouvelles maisons, les gens pourront travailler moins, on va produire mieux, etc. Et l'autre, du côté, l'allemand, bien sûr, puisqu'à l'époque, c'est, vous savez, les frictions franco-allemandes, donne ça à Dr Sarrazin d'un côté, le bon français, et puis le méchant Dr Schultz de l'autre côté, qui lui rêve que de faire des canons géants pour aller tirer, bien sûr, sur le Dr Sarrazin. D'accord ? Et les choses vont très mal se terminer pour Sarrazin, évidemment, mais la manière dont, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empreinte écologique, vous savez, en matière d'usure de l'espace, de retrait de la matière, de destruction définitive de l'environnement, Jules Verne a conscience de cette notion d'empreinte écologique. Il sait que la nature ne peut pas se relever de tout et ne peut pas, on va dire, tout digérer, tout absorber des folies de l'humanité. Il le sait et il l'écrit dans les 500 millions de l'abbé Gomme. Et puis vous avez bien sûr dans la thématique de son travail d'autres choses. Autre chose qui nous amène maintenant vers notre deuxième partie.
on va dire, vers le tréfonds, vers le basculement vers l'intérieur. Vous savez, en 1783, vous avez eu une éruption volcanique en Europe. Un tout petit volcan en Islande, tiens, le Laki, L-A-K-I, a dévasté l'atmosphère de l'Europe, a multiplié par 3 le taux de mortalité, a divisé par 2 le taux de réfraction de la lumière, et donc a fait chuter d'à peu près 60% les productions agricoles. 1783. Il s'en est suivi une mortalité infantile considérable, une baisse des productions agricoles, des famines, et dans toute l'Europe, finalement, le développement de ce qu'on a appelé les jacqueries. C'est une cause très directe de la Révolution française qui est cachée aujourd'hui. Bon, je ne sais pas pourquoi elle est cachée, parce que peut-être que ça n'arrange pas, peut-être qu'on pense qu'à un moment, le peuple en armes. Oui, d'accord. Mais il y a des raisons pour que le peuple se mette en armes. Et cette raison, elle est liée à l'évolution de ce volcan. Vous savez, le Laki, c'est le voisin du petit volcan qui nous a bloqué l'espace aérien européen pendant 15 jours, il y a quelques années, il y a 2 ans. Vous vous en souvenez quand même, Ben c'est son petit voisin. Vraiment, ils sont à quelques kilomètres. Et c'est dans ces terres mi-feu, mi-glace que va plonger Jules Verne, puisque lui s'attaque à un autre volcan, le Sneffels, avec 2 F, du voyage au centre de la Terre. Alors, le voyage au centre de la Terre, c'est une vision complète de ce que peut être un parcours d'une histoire géologique. C'est quelque chose qui a une importance très forte dans la Jules Verne, parce que c'est dans ce roman, honnêtement, qu'il peut être le plus attaqué. Parce qu'il confond les aires géologiques, parce qu'il se mélange un peu sur les dates, parce que sur les températures, il oublie des fois 1 ou 2 zéros. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais Jules Verne parle, lui, d'un autre principe. Je ne sais pas s'il dirait ça s'il était là, mais il part d'un autre principe qui est que on ne sait pas forcément ce qui se passe en dessous. Et bien malin qui peut le dire. Pour votre information, j'ai regardé un peu les connaissances actualisées pour vous en parler. On n'est pas descendu en profondeur comme ça. On n'est pas descendu en forage à plus de 30 km. On sait aujourd'hui à peu près ce qui se passe un peu plus bas. Pourquoi? Je reviens à mes petits volcans, je reviens à mon Laki. On connaît maintenant l'importance de l'évolution sur la création du climat de notre planète entre le Soleil d'un côté, source externe de chaleur, mais assez neutre finalement, évolutive mais assez neutre, et la planète elle-même, la nôtre, qui a sa propre chaleur et, comme toute étoile, son propre rayonnement, mais aussi, comme c'est une planète qui est en vie, qu'elle bouge et qu'elle est active, elle génère une vie gazeuse souterraine extrêmement importante. Cette vie gazeuse souterraine extrêmement importante, combinée à la production magmatique permanente depuis la création de notre planète il y a 4,50 et quelques milliards d'années, on a des chiffres qui se précisent de plus en plus, ont beaucoup plus changé l'atmosphère terrestre que le Soleil. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre, pourquoi? Parce que si on regarde une théorie générale de l'évolution de la planète, on va revenir au voyage au centre de la Terre, bien sûr, mais il nous faut un petit détour pour bien comprendre. La Terre est un espace de fusion complète, c'est une étoile qui est en train de se constituer. À défaut de refroidir vraiment, elle finit par créer ce qu'on appelle l'apogée, c'est-à-dire une croûte qui a séché de terre, qui ensuite, en s'écartant, va devenir un ensemble de continents. D'accord? Grâce au magnétisme terrestre, elle va concentrer les métaux en son centre. Mais en concentrant ces métaux en son centre, elle va mettre en place une convection. Vous avez, autour du noyau, des cheminées qui font ça. C'est-à-dire que les courants de chaleur montent et descendent, et montent et descendent, et montent et descendent, et qu'évidemment,
sur ces zones-là, vous l'avez compris, vous avez la tectonique, c'est-à-dire ce qui fait que nos continents continuent à progresser, contrairement à ce que vous croyez, pas seulement en mobilité, c'est-à-dire que la masse de la Pangée initiale s'est largement accrue, puisque vous avez eu, en sortant du noyau terrestre, des sorties de lave absolument considérables qui ont accru la taille de nos continents. Donc, on n'est pas sur une hypothèse du refroidissement. L'hypothèse du refroidissement, elle est scientifiquement aujourd'hui un peu dépassée. Ça refroidit, mais alors si ça refroidit lentement. Hein. Parce que je peux vous dire que là, on reste quand même à 8000 degrés de température sur le noyau principal. Et ça, c'est fixe. Et ça vous alimente par contre une convection qui est extrêmement importante. On a le voyage au centre de la Terre et puis on a l'éternel Adam, hein, qui est un autre roman de Jules Verne, qui est étonnant. Je vous en parlerai, ce sera ma conclusion, mais le professeur Lidenbrock trouve un parchemin qui date de 300 ans, on est en 1880, hein, c'est très contemporain de Jules Verne, et ce parchemin vient d'un géologue suédois qui s'appelle Arne Saknussemm. Et Arne Saknussemm, il dit qu'il a trouvé la porte du monde. Mais si vous faites un peu d'histoire, mes amis, et si vous connaissez un peu et toute la mythologie, et la question de la porte de l'enfer, et la question du passage du monde des morts, des vivants, des uns vers les autres, la question des entrailles du monde, elle ne recèle pas seulement une question strictement géologique, elle rejoint une question mythologique, elle rejoint une question que, quelque part dans le cœur du monde, il y a la vérité du monde. Vous savez, c'est seulement avec l'invention de l'astrologie contemporaine qu'on sait que la Terre est pleine, qu'elle n'est pas plate, et puis qu'elle tourne. Puis qu'elle ne tourne pas que sur elle-même. Elle tourne aussi autour d'un truc qui s'appelle le Soleil, qui lui-même fait partie d'un grand système. Mais vous savez, à l'époque de Jules Verne, on sait tout ça déjà, depuis déjà un certain temps. Mais les connaissances ne se sont pas toutes consolidées. Et vous avez à l'époque de Jules Verne encore la théorie saturnienne qui existe, qui veut que l'ensemble des roches extérieures au monde, c'est-à-dire les montagnes que vous voyez, ait en fait été créées sous l'eau, à une époque où la masse d'eau était plus importante, les mers s'étant évaporées, les montagnes sont apparues. Ça tenait la route à l'époque de Jules Verne, hein. C'est pas la théorie de Jules Verne, mais ça tenait vachement la route. Et puis on a cru aussi longtemps que la Terre était creuse. Et puis, quand on relisait la philosophie grecque à l'époque, et vous savez quelle était l'importance de la philosophie grecque et latine en France au XIXe siècle, ce monde-là, c'est déjà l'inframonde, voire l'antimonde. C'est aussi les cercles de l'enfer de Dante qui finissent par se replier sur le premier d'entre eux, qui est quoi? Qui est le centre du monde, c'est ça. Le premier cercle de l'enfer chez Dante, c'est ça, c'est le noyau. Donc vous voyez, en nous parlant de cette problématique-là, Jules Verne, que vous l'avez compris, hein, tout sauf un irrationnel ou un fantaisiste, c'est quand même tout ça. Il sait toutes ces questions. Lidenbrock, sac à dos, avec son neveu Axel et leur guide Hans, décide d'aller réemprunter la même porte que Saknussemm l'a fait 300 ans auparavant. Puis donc ils descendent, passent les péripéties qui sont nombreuses et puis finissent par le hasard des choses. À peu près, j'ai recalculé les distances, on est à peu près 250 km dans le roman de Jules Verne. Donc là, vous avez à peu près 30 km hein, de croûte, hein, grosso modo. Là, on est ici. Voilà. Là, on est ici. Voilà. Je vais le redessiner parce qu'on ne voit plus rien. Voilà. Ici, la croûte, on ne la met pas. Donc, on est ici, il y a l'Islande. Tac. Voilà. On est 250. La Terre, c'est... Allez, qui c'est? C'est combien, ça? Hein? C'est 1000 et quelques, ouais, voilà. Les deux, ça fait 13 000, voilà, c'est 1005 et des brouettes, voilà. Donc, on est à peu près là. Et là, il se passe effectivement que, Jules Verne rend hommage à la théorie de la Terre creuse. On rentre dans un monde. On rentre dans un monde. Et, vous savez, à l'époque de Jules Verne, on invente déjà la science-fiction.
On invente déjà des machines à remonter le temps avec des petites ampoules, vous savez, et puis des fils électriques. Ça, Jules Verne, lui, il s'en fiche un peu, c'est pas trop son combat. Sa machine à remonter le temps, la voilà. Elle est ici. La machine à remonter le temps de Jules Verne, c'est la machine à remonter le temps géologique. Et oui, il épouse l'hypothèse de la philosophie antique. En descendant dans ce monde, je vais trouver de la vérité. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que dans une époque frappée de rationalisme, et je peux vous dire que Jules Verne est sans pitié, hein, dès qu'on est sur la croûte terrestre, et ou dans l'eau, et ou dans les airs, je peux dire quand même que ces hypothèses scientifiques, techniques sont très valables. Mais alors là, quand on bascule vers le rapprochement avec le noyau du monde, il devient bucolique, lyrique, un peu fantastique. Et je ne sais pas quelle force le guide, mais en tout état de cause, il va nous raconter des choses extraordinaires. Entrant dans cette cavité ici, je la dessine comme ça, mais je pense qu'elle fait à peu près cette taille, c'est-à-dire que vous voyez, à l'échelle de la planète, ce qu'on appelle la mer Lidenbrock et le continent Lidenbrock, tel que Jules Verne le place comme une espèce de bulle dans un gruyère. Vous voyez, vous faites un gruyère, et puis pouf, il y a une bulle beaucoup plus grosse que les autres. Pourquoi elle naîtrait, ces bulles de gruyère plus grosses que les autres? Eh mais Jules Verne vous dit, mais attendez, mais pourquoi elle ne naîtrait pas? Pourquoi vous n'auriez pas une cavité souterraine avec un fonctionnement autonome? Oui, ça s'appelle des grottes, hein, Jules Verne, on le sait. Ah, mais moi, je ne vous ai pas inventé une grotte. Moi, je vous ai inventé un glissement du monde ancien refermé sur lui-même. Et là, je vais vous dire, deuxième élément, cette idée-là, c'est une des sources qui alimente toute la science-fiction contemporaine dans le cinéma depuis 30 ans. Ce glissement d'un monde dans l'autre, d'un monde confisqué, d'un monde parallèle, d'un monde interdit, d'un monde caché, d'un monde intérieur au monde, je crois que si on efface toute la question de la religion, de Dieu, de la foi, qui est du ressort de la personne et de l'individu, si on enlève finalement toute la mythologie de la science, dont on sait que tout progrès a une limite et qu'elle peut être impitoyable, l'invention d'une mythologie contemporaine, d'un monde caché, enfoui, toujours vivant, qui nous est dérobé, qui représenterait en même temps un élément du paradis originel, c'est-à-dire un élément pur de la vie elle-même, confisqué au regard des hommes, ça c'est une idée qui est épouvantablement extraordinaire. Et je dis épouvantablement parce que c'est là que Jules Verne est à la fois peut-être fou ou génial, c'est que cette hypothèse est absolument invérifiable et qu'aujourd'hui, en tout cas, elle n'a pas été vérifiée. Nemo a eu raison. Son monde des abysses, on le connaît. Nemo a eu raison. Robur a eu raison. Son monde de l'air, on y a eu accès. Michel Ardan, dans son boulet, il va sur la Lune. Il a eu raison aussi, quelques dizaines d'années après Jules Verne. Mais le professeur Lidenbrock, qui découvre son continent intérieur, ben lui non, il n'a pas encore eu raison. Alors est-ce qu'il aura à jamais tort, ou est-ce qu'il aura raison un jour? Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais, si on reste dans la mer Lidenbrock, on est donc face à un continent. C'est quoi ce continent? Vous êtes au cœur des dernières grandes forêts de l'ère tertiaire. L'ère tertiaire, c'est, vous le savez, hein, Jurassic Park, hein, les plantes qui font 100, 150 mètres de haut, hein, vous voyez. Et là, Jules Verne commet une autre erreur, parce qu'il va nous faire une rencontre qui est, disons-le, hein, la plus étrange des rencontres. Je vais vous le lire, tiens, allez, il n'y a pas de petit plaisir. C'était un corps humain, absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière, comme celui d'un cimetière, l'avait ainsi conservé pendant des siècles,
Et là, c'est la découverte tout à fait fabuleuse. C'est la première découverte vraiment inattendue de ce roman. C'est le reste d'un homme de grande taille, d'ailleurs, tel qu'il est présenté dans le livre, qui est censé être un humain d'une autre époque, antérieure à la découverte même de l'humain terrestre, tel qu'il est en paléontologie contemporaine. Mais dans les pages qui suivent, la découverte va encore plus loin. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un arbre énorme, un être humain. Un être humain de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de Voyage au centre de la Terre, la rencontre avec des humains vivant ailleurs. C'est bien la première fois chez Jules Verne d'ailleurs qu'on rencontre en dehors de la surface terrestre une vie existante, et ainsi il nous repose la question de l'origine de l'homme dans son ensemble. De quelle époque date la création humaine? À quel endroit est-ce que la vie est née? Est-ce que c'est un continent entier qui a glissé finalement dans le sous-sol terrestre pour être absorbé ensuite par la croûte terrestre elle-même et avoir recréé ainsi sa vie et son atmosphère? Mais un peu plus loin, l'étonnement, la désillusion, la fin du rêve l'emportent. Non, nos sens ont été abusés, nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre, nulle génération d'hommes n'habite dans ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communiquer avec eux. C'est insensé, c'est profondément insensé. Voilà. Bon, en gros, on vous dit qu'on l'a vu, mais c'est pas possible. C'est un peu l'idée qui est générée. Vous voyez, c'est toute la performance quand même assez compliquée dans ce livre de Jules Verne, de mettre bout à bout des connaissances géologiques à l'époque qui ne sont pas accomplies telles que celles que je vous ai décrites, et de penser à une caverne qui effectivement aurait pu être, et vous pensez à quoi quand je vous dis ça, de la même nature que le boulet qui va sur la Lune tout à l'heure. Souvenez-vous mon boulet, qu'est-ce que je vous ai dit? Il s'est mis en système orbital et il tourne autour de la Lune. Mais là, nos amis ne peuvent plus remonter. Ils ont été poussés par une espèce de folie violente. Il n'y a pas un petit escalier pour descendre au fond du Sneffels et puis remonter par un autre. Pas du tout ça. Et puis quelque chose qui ressemblait vaguement à un homoïdé, on va leur dire, mais attendez, on va vous enfermer, vous, mais pour de bon. D'accord? Et toute cette question, c'est celle-là. Et cette question-là que je vous décris, elle est surexploitée par la littérature, etc. Mais elle pose en même temps une autre question, qui est effectivement la question du savoir, et la question du partage du savoir, et la question du moment où il faut partager le savoir. Je vais vous parler en conclusion, en quelques mots, du roman le plus bouleversant de Jules Verne, qui est L'Éternel Adam, la Pangée, qui s'est éclaté en continents et en petites îles. Eh bien, en quelques années, il s'est réunifié. Mais entre-temps, il est passé sous l'eau. Et l'Éternel Adam, c'est l'histoire d'une famille qui est en train de boire tranquillement le café du soir à Rosario, sur la côte du sud du Mexique, et puis ils voient l'eau monter. L'eau, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Ben, si bien qu'on prend la voiture, on est en 1890, donc l'automobile, c'était des gens riches en plus. On monte au haut de la colline, et puis le lendemain matin, on se réveille hagard, et comme l'arche de Noé, en haut du mont Ararat, il y a la voiture posée en haut de la montagne, et autour, il n'y a plus que de l'eau. Et manque de chance, il n'y a pas grand-chose à manger. Les biscuits, qu'on donne en général aux chiens en plus. Imaginez. Bon, là, il faut bien les manger. Et je ne sais pas si vous avez vu Waterworld, vous connaissez ce film, Eh bien, c'est Waterworld. Non mais vraiment, lisez l'Éternel Adam. Vous avez finalement un bateau fantôme qui finit par passer. Une espèce de carcasse, cargo, on ne sait pas quoi. Les gens hagards, tout le monde esquinté par la chaleur, rien à boire, rien à manger. Le bateau passe. On les attrape comme naufragés, on les met à bord. Et leur dérive dure des mois, comme l'arche de Noé. Et puis au bout d'un moment, il y a une terre. Clac. Un peu par hasard, le bateau se cale dans cette espèce de morceau de terre. C'était des gens qui connaissaient un peu quand même, qui sont dedans. En tout cas, ceux de Rosario, ils avaient l'éducation, ils avaient fait un peu des études, donc ils connaissaient.
C'est une terre toute neuve. C'est pas une terre ancienne avec des plantes, des arbres, des animaux. Non, non, non. C'est une terre toute neuve. C'est une lave volcanique. C'est une renaissance de continent dans un cycle de transformation de la planète. C'est complètement fantasque comme hypothèse. Aujourd'hui, géologiquement, il n'y a personne qui accréditera cette thèse de Jules Verne, strictement personne. Mais comme on ne sait pas de quelle manière les ébats de la planète sont faits, eh bien on peut supposer que d'une manière ou d'une autre, en imagination en tout cas, ça a son intérêt. Et la fin du roman, c'est pas ça. La fin du roman, c'est qu'on est dans une époque indéterminée, dans une terre où il fait très chaud, et vous avez un géologue qui fait des fouilles, et il tombe sur un petit parchemin dans un rouleau d'aluminium, et dans ce petit parchemin, qui va mettre 30 ans de sa vie à traduire, vous avez la vie du monsieur de Rosario dont je vous ai parlé, qui est écrite et qu'elle a laissé en testament à ses enfants, le bateau sur la mer sans rien, l'arrivée, le nouveau continent, le repeuplement, la déculturation, l'effondrement du sens commun, le retour de la nudité, l'inversion complète des valeurs humaines. Et cette civilisation qui a ce parchemin, elle se dit, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est de ces gens-là dont on vient, ce sont des barbares, qui étaient finalement des gens qui avaient régressé. Oui, sont nos ancêtres, oui, d'accord, ouais, sûr. Mais quand même, qu'est-ce qu'on en fait? Et le roman finit sur cette espèce de question qui est pas tout à fait rassurante d'ailleurs, qui est que d'abord la Terre, elle est maître. C'est l'hypothèse de mon roman, de République de la nature. La Terre, elle est maître de tout. Elle fait ce qu'elle veut, elle ne fait pas ce qu'elle peut, elle respire à son rythme. La géologie, vous savez, c'est des mouvements dans lesquels l'unité, n'oubliez jamais, c'est le million d'années, l'unité. L'unité, c'est le million d'années. C'est pas l'heure. Et quand vous avez un tremblement de terre qui, malheureusement, en 15 ou 20 secondes, vous ravage, comme la semaine dernière, tout le nord de l'Italie, c'est parce que vous avez 1 million d'années de poussée magmatique en dessous, de gaz et de pression, qu'à un moment, vous avez la soupape terrestre de l'écorce qui craque un petit peu. Et la deuxième chose qui ne doit pas nous rassurer non plus, mais je ne suis pas là pour vous donner des messages pessimistes, c'est qu'on doit faire avec cette terre de manière un peu différente. Et s'il y a vraiment un message de Jules Verne, je ne dis pas que c'est un message écolo, ce n'est pas l'idée, mais lui, il nous dit, faites attention, restez sur la philosophie du capitaine Nemo. Vous savez, quand vous regardez la manière dont Nemo vit, dans sa carlingue là, sous-marine, Nemo dit toujours, ne prenez que ce dont vous avez besoin, ne gaspillez rien. Il aime ces poissons, il les mange, mais il les aime, pas seulement parce qu'ils sont bons, il aime cet environnement, il aime ce monde dans lequel il est. Il ne prend que le nécessaire pour se nourrir. Il ne veut rien changer, transformer, déstabiliser. C'est d'abord un visiteur, c'est d'abord quelqu'un de passage, peut-être un petit peu comme nous. Allez, merci.